Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur comment mieux utiliser la saisonnalité pour vos prévisions. Et donc, je vous ai préparé un petit tutoriel avec des nombreux exemples, encore une fois, sur Excel que vous pourrez télécharger d'Amazon, des vélos, de la Coupe du Monde, de la malheureuse Coupe du Monde. Et je vous dirai comment l'intégrer dans vos prévisions statistiques et comment limiter l'impact d'une mauvaise prévision sur notamment vos stocks, vos finances, vos coûts et suivre au mieux les tendances et les cycles de votre entreprise. Donc pourquoi avons-nous besoin de la saisonnalité? Ça va nous permettre d'allouer les bonnes ressources au bon moment. Donc les ressources, c'est quoi? C'est de l'argent, de l'investissement, du stock. Moi, ça fait 15 ans que j'utilise les saisonnalités pour mieux allouer mon stock au bon endroit, dans les bons magasins, les bonnes usines, les entrepôts au niveau global, international, mais aussi très régional. Les bons effectifs, d'avoir les bonnes personnes, le bon staff dans vos entrepôts, dans vos magasins, dans vos usines, la bonne énergie, ça peut être l'énergie physique, mais aussi l'énergie pour vos usines par exemple, le temps, allouer les bonnes ressources de temps et aussi la communication. Si par exemple vous avez un gros pic de vente et que vous ne communiquez pas au bon moment, vous n'allez pas allouer le bon stock, les bonnes ressources, le bon staff à ce moment donné, vous allez gérer des surstocks, des ruptures, des surstocks et beaucoup de stress. Moi j'en ai vécu un paquet de stress parce qu'on ne suivait pas les bons cycles et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir repérer ces saisonnalités, les intégrer dans vos supply chains, dans vos prévisions pour avoir plus de sérénité. Donc je vais vous donner de nombreux exemples ici. Vous voyez par exemple c'est les recherches de tentes aux États-Unis. Vous voyez que c'est très cyclique. J'ai travaillé longtemps chez Decathlon donc je connais bien les ventes de tentes. C'est vraiment tout le monde va acheter au printemps avant de partir en vacances et donc il y a de nombreux facteurs qui vont influencer ces cycles. Vous avez la météo bien sûr, vous avez les vacances. Vous avez les événements comme la Coupe du Monde, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Vous avez des événements culturels comme par exemple la Saint-Valentin pour les ventes de diamants ou de chocolat. Vous avez les événements économiques, court terme, long terme, mais aussi très macro. Et vous avez aussi les plannings. Avoir un planning, ça va influencer vos cycles. Une usine qui est fermée tous les dimanches, ça va impacter les volumes que vous allez devoir produire chaque jour et chaque semaine. Donc voilà, je vous donne l'exemple par exemple de la Coupe du Monde. Quand je travaillais chez Decathlon, on avait ce pic de vente sur les ballons de foot. Vous voyez, c'est tous les 4 ans. Et là, on a eu 5 ans parce qu'on a eu la pandémie. Et voilà, je ne reviendrai pas sur l'épisode malheureux de la finale de la Coupe du Monde de cette année malheureuse, mais voilà, c'était un très bon match. En tout cas, vous avez des gros cycles, vous devez anticiper ces cycles. Ici, vous avez les ventes d'Amazon par trimestre, et vous voyez que vous avez à chaque fois, vous avez une belle progression. Je le montrais dans ma vidéo, faire des prévisions avec ChatGPT, vous pouvez aller voir ma vidéo à côté. Et en vrai, vous voyez que vous avez un pic tous les trimestre numéro 4 avec Noël notamment. Vous avez aussi des grandes promotions chez Amazon, le Prime Day, et donc vous voyez que c'est à la fois ça monte mais c'est très cyclique dans sa progression. Et donc à la fin vous avez différentes temporalités aussi. Vous le pouvez faire à l'année pour la finance, au mois pour les prévisions de vente, à la semaine pour le planning d'une équipe, au jour pour un planning de production, à l'heure pour un picking entrepôt, à la minute pour un fournisseur d'énergie, voire à la seconde si vous faites du trading, du stock market trading, et vous avez besoin de suivre même ça à la milliseconde. Donc il y a énormément de cycles. On va revenir sur l'exemple sur Excel juste après des vélos par mois qui est très intéressant avec un gros pic ici, je vous expliquerai ce que c'est. On pourrait aussi regarder des cycles de consommation d'énergie par mois, par jour. Vous voyez que plus il fait froid, plus on va consommer d'énergie, mais même par heure pendant la journée, vous voyez que vous avez un gros pic en fin de journée. Et ça revient tranquillement, pendant la nuit on consomme moins, et puis ça revient au petit déjeuner. Et donc à la fin, l'objectif d'une bonne saisonnalité, c'est d'avoir une prévision qui est plus fiable, qui vous permet d'avoir, voilà, je reviendrai notamment sur les différentes techniques, mais la saisonnalité fait vraiment partie des 3 piliers d'une prévision statistique, et qui va nous permettre de donner le quand, et qui va nous permettre d'avoir une belle prévision, qui soit à la fois la plus fiable possible, et la plus simple et efficace pour votre entreprise. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment implémenter la saisonnalité et aussi vous donner une formule Excel secrète qui vous permettra de détecter les cycles de saisonnalité automatiquement. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment implémenter cette saisonnalité dans vos prévisions, comment détecter les cycles avec une formule secrète. Je vous invite maintenant à télécharger l'Excel sous ma vidéo pour pratiquer ensemble sur ces deux exemples Amazon et les ventes de vélos. Donc maintenant, on est sur Excel, je vous invite vraiment à pratiquer avec moi pour avoir l'habitude. On va d'abord commencer par des saisonnalités par trimestre et ensuite on fera des saisonnalités par mois et je vous dirai mes petits conseils par rapport à ça. Je vais essayer de le faire court et simple. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Donc ici, vous avez une base avec les ventes d'Amazon que j'utilisais déjà dans ma vidéo prévision avec ChatGPT. Vous voyez que vous avez une belle prévision et vous avez ce fameux cycle. Et donc la première question, c'est il faut repérer s'il y a une saisonnalité ou pas. Vous avez beaucoup de produits, beaucoup de catégories de produits qui n'ont pas de cycle
qui se répètent. Et donc, la première méthode que je vous invite, c'est de faire des graphes. Donc, des graphes, vous pouvez les faire au niveau macro, micro, catégorie de produits. Je pourrais passer des heures juste pour vous donner à quel niveau d'échelle il faut faire les saisonnalités. Je vous en parlerai après. Mais si on prend au niveau global, déjà, on va faire une prévision financière d'Amazon sur les prochaines années. Eh bien, vous voyez que vous avez un cycle qui se répète. Donc, effectivement, on dirait bien qu'il y a une saisonnalité. Et donc, pour ça, je vais vous donner une petite formule magique qui est assez longue, qui s'appelle prévision.ets.caractère saisonnier. Et dedans, en gros, vous allez mettre, on va bouger ça, hop. Vous allez mettre le revenu, la colonne avec le revenu, et vous devez mettre une table ID, donc c'est juste, mettez 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin. Et vous mettez ça, et en gros, il va vous dire quel est le cycle, vous voyez, 4. Il va dire, mais il y a un cycle qui se répète tous les 4. Si vous êtes dans la formule ici, il va vous dire, renvoie la longueur du motif répétitif détecté pour la série temporelle spécifiée. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Et donc ça, c'est toujours intéressant si vous ne savez pas trop, ou si vous n'avez pas de graphe, vous avez plein de données à traiter, vous pouvez tester cette formule, qui marche plus ou moins bien. J'ai d'autres méthodes à vous proposer, mais j'aurai pas le temps aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de le repérer, et là, on voit bien que tous les trimestres, qui paraît logique, on a une répétition. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir ce qu'on appelle, moi, ce que j'aime bien, c'est travailler en bas 100, c'est de voir quel est le poids de chaque trimestre moyen par rapport à 100%. 100%, ça veut dire je suis dans la moyenne. Et vous voyez qu'ici, on a un 4, on a 122%, donc on est en moyenne 22% au-dessus de la moyenne, ce qui est le dernier trimestre. Et ensuite, on va appliquer ce poids pour pouvoir générer une prévision de chiffre d'affaires. Ok, donc on va refaire ce que j'ai fait là. Vous pouvez le faire à la main. Ce que je vais faire là, je vais commencer très simple. On va faire un tableau croisé dynamique. Vous allez dans Insertion, tableau croisé dynamique. Hop. On va mettre ici, juste à côté. Et ici, je vais simplement mettre les quarters. J'ai tout mis en anglais, hein. Vous savez pas l'anglais maintenant quand même, n'est-ce pas? Yes, it is. Voilà, donc ici, vous avez les sommes de revenus. Donc vous voyez, ça c'est la somme des revenus. Alors vous pouvez faire la somme, vous pouvez faire la moyenne. On va passer sur la moyenne. Cliquez ici, hop. Clac. Donc ici, vous avez la moyenne des revenus. Hop. Je vais mettre en valeur, comme ça, hop, voilà. Vous avez les moyennes, et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est quel est le poids moyen de Q1 par rapport à la moyenne totale. Et donc là, c'est très simple, vous allez faire un égal, et vous allez, alors vous pouvez pas sélectionner comme ça, c'est pas très propre, donc ce qu'on va faire, c'est vous faites un égal, vous prenez la U5, U5, vous l'écrivez à la main, hop, comme ça. Et vous allez diviser par la U9, U9, voilà. Et vous allez faire F4 pour figer. Et donc là, ça va vous donner un petit pourcentage, 0,95, donc 96%. Et vous allez simplement glisser la formule comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, on retrouve ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle une base 100. Alors il y a différents noms, base 100, coefficient saisonnalité, etc. Chacun a son style. J'aime bien aussi rajouter des petites couleurs. On va rajouter des petites couleurs. Je vais un peu vite, vous pourrez ralentir la vidéo. Et en fait, on voit bien qu'en moyenne, on a un poids plus important sur le quatrième trimestre versus le deuxième qui est plus calme, 88%. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait simplement en faisant ça? J'ai fait la moyenne de tous les trimestres, de tous les Q1 depuis 2009 jusqu'à ma donnée qui est en 2023. J'aurais pu, pour être un peu plus parfait, j'aurais pu rajouter un filtre parce que j'ai pas l'année complète 2023, donc pour pas influencer le rythme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir filtrer. Hop. Parce que j'ai pas l'année complète et comme on a une forte croissance, je vais retirer l'année 2023. Voilà. Vous voyez que mes chiffres changent un petit peu. Donc on va d'ailleurs, je l'avais pas fait ici, je vais le refaire là. Hop. Clac. Ça va changer un petit peu et donc ça va me donner en fait le poids moyen de chaque trimestre. Et donc après, si par exemple Amazon me dit cette année, on va regarder le chiffre d'affaires par année d'Amazon, on va refaire un tableau croisé dynamique. Insertion. Voilà. On va le mettre ici. Clac. Cette fois-ci, on va mettre que par année. Donc vous avez le revenu Amazon de 513 milliards de dollars, ce qui est quand même un paquet d'argent. Et donc le CEO d'Amazon nous dit, écoute Edouard, l'année prochaine, on va faire 600 milliards de dollars de revenus. Quelle va être la prédiction par trimestre? C'est très simple. On va mettre ici 2023, 600... Alors je mets pas tous les zéros parce qu'il y en a un paquet, mais vous avez l'idée. Et ensuite, on va remettre les 3 trimestres. Hop. Et on va simplement multiplier. On va faire un égal.
ça, on va bloquer la formule, fois mon Q1, mon 86%, et il va me donner en gros le revenu par trimestre qui est ici. Voilà, on va mettre en dollars américains. Et vous avez maintenant ici le revenu par trimestre que on va devoir diviser par 4 parce qu'on est sur un revenu annuel. Et donc en faisant ça, clac, nous avons donc une prédiction de 129 milliards au premier trimestre et vous voyez 188 au dernier. Donc on est toujours sur un plus gros chiffre d'affaires qui a été éclaté. Clac, clac. Qui a été éclaté en fonction de la saisonnalité de nos produits. Donc j'espère que vous avez compris, j'étais un petit peu vite, mais ça vous donne une idée. Alors après, vous pouvez me poser la question, mais comment tu as fait ce chiffre-là? Vous pouvez aller voir d'autres tutoriels, je cite de nombreux ateliers dessus. Je vous invite vraiment en tout cas à pratiquer déjà avec mon exemple là, pour voir si vous y arrivez. Et on va regarder maintenant le même principe, mais par mois. Ici, vous avez les ventes des vélos aux États-Unis, et on va refaire le même travail. Donc je vous invite peut-être à faire pause sur la vidéo et d'essayer vous-même de faire l'exercice, télécharger mon Excel avant, et ensuite essayer de voir comment on va traiter ce cas-là. On appelle un outliers. C'était pendant la pandémie, il y a eu une énorme pic de vente qui était très problématique, notamment supply chain, avec beaucoup de ruptures, puis beaucoup de surstock. J'en parlerai dans d'autres vidéos et j'en parle dans de nombreux ateliers. Mais là, l'idée, c'est de refaire cette base 100. Donc faites peut-être une pause sur la vidéo, essayez et on se retrouve tout de suite. Ok, donc j'espère que vous avez fait le boulot. On va refaire un tableau croisé dynamique, c'est le même principe. C'est toujours plus simple que de le faire à la main. On va se mettre dans une feuille existante, on va se mettre ici. Hop. On va se mettre par mois. Là, l'idée, c'est d'avoir la saisonnalité par mois. On va mettre le revenu. On va se mettre en moyenne. Voilà. J'essaie de zoomer pour que ça soit assez grand pour vous. Voilà les amis, vous avez le chiffre d'affaires que nous mettons. Je bouge un peu vite la souris, on me le dit souvent. Je vais toujours un peu vite, mais bon, sinon c'est long. Voilà, et donc maintenant on va refaire le même principe. On va faire égal. Vous avez le 3, donc c'est le Q3. Q3 divisé par Q15. Vous pouvez d'ailleurs ralentir la vidéo sur YouTube si vous trouvez que je suis trop rapide. Il y en a certains qui trouvent que je suis trop lent aussi. Pas évident de satisfaire tout le monde. Donc voilà, donc maintenant on a notre poids, notre base 100 qui est ici. Alors après, vous voyez, on a un petit problème. On a quand même, ici, on a eu un pic assez important. On va mettre ici la petite couleur qui va bien. Et donc pour comprendre ce que j'ai fait, en fait, c'est comme si, quand vous avez fait vos calculs, vous avez désélectionné l'année, en gros, où c'était un peu le bordel, quoi. Voilà, hop. Et donc, vous voyez, là, on a quelque chose de beaucoup plus cyclique. D'ailleurs, vous voyez, j'ai refait la formule que j'ai faite tout à l'heure. Il nous dit bien qu'il y a un cycle, tous les 12 mois, on va répéter ce cycle-là, ce qui est un cycle annuel avec un pic de vente pendant le printemps, un peu comme les tentes, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, voilà, les amis, donc c'est important d'analyser ça graphiquement avec des chiffres quand c'est pas cohérent. Et donc, dans ce cas précis, j'ai retiré l'année qui ne me correspondait pas pour pouvoir ensuite faire cette base de saisonnalité, et ensuite vous pouvez appliquer vos prévisions, cette fois-ci éclater vos prévisions annuelles de manière mensuelle pour pouvoir mieux prévoir les ventes, les achats, la finance, le budget, etc. Je vous ai rajouté aussi une petite technique. Dans certains cas, vous avez vraiment des ventes qui sont... Si vous n'avez pas beaucoup de données, ça va être trop erratique. Et donc, je vous ai montré comment lisser les données automatiquement. Voilà, c'est une des techniques que j'utilise, j'en utilise de nombreuses, mais là je vais rester très simple. Donc quand vous téléchargerez l'Excel, vous pourrez voir mes méthodes là. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup de différence parce qu'on est quand même sur des très gros volumes avec cette entreprise. Mais certaines fois, il faut venir nettoyer les données. Donc voilà, ici vous verrez, vous retrouverez si j'ai une prévision par exemple de 70 millions sur l'année, comment je l'ai rééclaté. Vous irez voir mes formules si ça vous intéresse. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais parler des limitations. Donc les questions que j'ai reçues, je n'ai pas assez d'historique. Il faut toujours en avoir le plus possible. Si vous n'en avez pas assez, essayez peut-être de prendre une catégorie un peu plus grosse avec moins de détails pour pouvoir le faire. Pour gérer les valeurs aberrantes, il faut soit le faire graphiquement, soit comme j'ai fait tout à l'heure, il faut venir filtrer les données qui ne vous intéressent pas. Faites toujours attention, c'est toujours mieux de prendre la demande que les ventes. Dans beaucoup d'entreprises, vous n'avez pas accès à la demande, mais que les ventes. Clairement, si vous avez beaucoup de ruptures, c'est bien aussi de pouvoir corriger vos saisonnalités dans le passé. Moi, je préfère toujours travailler en valeur que en quantité parce que je trouve que c'est important d'avoir un rythme de vente. Mais voilà, si vous avez des prix de vente qui sont relativement stables, vous pouvez aussi le faire en quantité. Surtout dans le manufacturing, on va beaucoup travailler en quantité. Et si vous n'avez pas assez de volume pour faire une saisonnalité, c'est que soit il n'y a pas de saisonnalité du tout,
soit vous devez travailler sur une catégorie plus grosse. Et donc, quel est le bon niveau d'agrégation pour votre saisonnalité? C'est une question, je passe des heures, voire des jours avec les personnes que j'accompagne avec mon école. Mais pour vous donner une petite idée, voilà, vous avez 3 niveaux. Vous avez ce qu'il faut faire une saisonnalité au niveau individuel, d'entrepôt, de plusieurs entrepôts, d'une région, d'un pays, du monde. Ce qui est pareil au niveau produit, ce qu'il faut faire une saisonnalité par produit, par famille, par catégorie, par marque, ou au total, ou est-ce qu'il faut faire aussi des saisonnalités à l'année, au mois, au quarter, à la semaine, au jour. Donc ça, ce sont toujours des questions qui ne sont pas évidentes à choisir. Ça va vraiment surtout dépendre de l'objectif de votre prévision derrière. À quoi elle va servir? Elle va servir à alimenter un entrepôt, une région, un achat global. Elle va servir seulement par semaine, par mois. Et donc je vous invite déjà à vous poser la question, mais pourquoi vous avez besoin de cette prévision? Quel est le niveau besoin précis? Et ensuite, il y aura une grosse analyse derrière à faire pour pouvoir savoir est-ce que mon groupe de produits est pertinent et j'arrive à retrouver un cycle qui se répète en fonction de la catégorie ou du groupe que j'ai choisi. Donc là, je vous ai donné un exemple classique, on va prendre au niveau d'un site, d'une marque et du mois. Mais il y a un gros travail aussi à faire dans la qualité de données pour avoir les bonnes catégories qui correspondent et qu'elles soient surtout homogènes entre elles. Donc après, la dernière question, c'est comment avoir une prévision plus fiable? Ça commence par un bon travail de la saisonnalité, être clair sur vos objectifs. Mon objectif, clairement, c'est que vous avez probablement une fiabilité de prévision qui est relativement faible, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, parce qu'on a aussi une grande incertitude et on n'a pas forcément des process qui sont très clairs et en place et automatiques. Et mon objectif, ça va être de vous aider avec ces petits tutoriels, mais aussi avec des méthodes beaucoup plus complètes à améliorer, que ce soit pour des produits très incertains ou moins incertains, vos fiabilités de prévision. Et donc pour ça, j'ai mis en place un process complet, une méthode qui va suivre 6 étapes, qui va pas seulement parler de techniques, d'outils, mais aussi vraiment de tout le process, comment bien communiquer les bons outils, les bonnes méthodes, de définition des objectifs jusqu'à responsabiliser vos équipes pour pouvoir vous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. J'ai de nombreux tutoriels sous la vidéo et j'ai un atelier complet qui arrive très prochainement. Vous aurez les détails sous la vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Mettez-moi vos questions dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à me poser des questions. Je fais vraiment mon maximum pour répondre le plus rapidement possible. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir.